Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 4 avril 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, l'équipe de Viva et le monde du sport malagas est en deuil actuellement. Notre ami, le journaliste Liv Andjiamananzar, a déposé sa plume hier après-midi. Il a succombé à un AVC foudroyant alors qu'il rentrait chez lui après son travail. Sa dépouille mortelle est partie de l'hôpital Achiera ce matin vers 9h pour rejoindre les locaux de l'agence de funérailles Corby Mahazoariv, lieu où sa dépouille sera veillée avant son inhumation qui aura lieu vendredi. Les détails avec Andiana Martina, Sylvain sur les images de Yves Chanel. Aujourd'hui, vers 9h du matin, la dépouille mortelle de Liv Andjiamananzar, journaliste reporter sportif chez Viva, également chroniqueur sportif dans l'émission Viva Morning Show, est partie de l'hôpital Achiera. Tous ses collègues de Viva, les journalistes sportifs et ses amis proches ont été sur place pour lui rendre hommage et pour réconforter sa famille. Par la suite, sa dépouille a été emmenée dans les locaux de l'agence funéraire Corby à Mahazoariv, l'endroit choisi par sa famille pour effectuer la veille avant son inhumation. Liv Andjiamananzar a déposé sa plume à l'âge de 34 ans, journaliste sportif et producteur d'émissions télévisées. Il était également le concepteur et l'animateur de l'émission sportive intitulée Viva Football. Il était également présentateur de l'émission Top Chrono depuis déjà des années. La grande famille de Viva adresse ses condoléances à la famille de Liv. Dans un tout autre sujet, on sait actuellement que la publication sur les réseaux sociaux le 24 mars dernier de l'enregistrement sonore des consignes du président de la République, Ange Radzouil, n'est sortie du groupe WhatsApp des hauts responsables de la gendarmerie nationale. L'enquête sur cette affaire est actuellement en cours. D'après le directeur de la police judiciaire au niveau de la gendarmerie nationale, lors d'un point de presse aujourd'hui au camp Ratimadjav, les 80 hauts responsables membres du groupe WhatsApp font l'objet d'enquêtes actuellement d'après toujours les explications. Mervoulet Sferen sur les images de presse d'Enison. Le 24 mars dernier, un enregistrement sonore comportant les consignes du président de la République sur les événements dans la région Sava ainsi que dans le campus de Woodvoorn a été dévoilé au public via les réseaux sociaux. Vu l'urgence des consignes, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a transféré cet enregistrement sonore dans le groupe WhatsApp des grands responsables de la gendarmerie nationale. Toutefois, certains membres du dit groupe ont relayé les informations et publié cet enregistrement sur les réseaux sociaux. Agissements qui sont passibles de sanctions, car qualifiés de fuite de secret d'État, selon le général Mamelson, direction de la police judiciaire auprès de la gendarmerie nationale. Jusqu'à ce jour, près de 80 personnes, membres du groupe WhatsApp, ont fait l'objet d'enquêtes judiciaires, d'après toujours les informations recueillies auprès de la gendarmerie nationale. D'ici une semaine, les personnes concernées par cette affaire seront connues, d'après toujours le DPJ de la gendarmerie nationale. Et la région Analamang poursuit toujours les travaux de réhabilitation des rues selon les moyens en parallèle avec les travaux effectués par la commune urbaine d'Antananarivo et le ministère des Travaux publics en ce moment. La réhabilitation de l'axe d'Ivat effectuée par le gouvernorat Analamang a débuté aujourd'hui. Natira Koutmav sur les images de Sech Andjianabu. Les travaux de réhabilitation des rues de la capitale sont une priorité pour l'État. Des travaux qui ont déjà débuté il y a 2 semaines et qui ont été pris en charge par le ministère des Travaux publics. Dans la foulée, le gouvernorat d'Analamang prend en charge certains travaux qui ne nécessitent pas de gros moyens. Cela a débuté aujourd'hui sur l'axe d'Ivat menant vers l'aéroport. Par contre, d'autres travaux nécessitant de gros moyens, comme certains axes du côté des 67 hectares, doivent être pris en charge par la présidence de la République, selon les explications. La priorité est que les routes soient fonctionnelles vers le 2e semestre de cette année. Pour ce faire, l'État travaille également de concert avec toutes les communes sans distinction de couleur politique, car les travaux de développement restent la priorité, affirme le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Il est à rappeler que 17 rues seront réhabilitées par le ministère des Travaux publics dans la capitale si les moyens travaux sont pris en charge par la région Analamang. Les travaux qui nécessitent des tip-tops sont effectués par la commune urbaine d'Antananarivo.
Ensuite, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidniavra Vukac, a reçu ce 4 avril 2023 à son bureau à Mbouzatou Vamboun l'ambassadrice de la République arabe d'Égypte, Rabab Abdelladi. La discussion a notamment porté sur la continuité de la collaboration entre Madagascar et l'Égypte. L'ambassadrice a noté qu'il existe de nombreux domaines de collaboration entre les deux pays dans le projet pilote de gestion des ressources en eau dans les régions d'Anous et d'Anjouy qui va démarrer prochainement avec des visites de reconnaissance sur terrain. De son côté, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a déclaré que cette étape fait suite à la visite qu'il a lui-même effectuée en Égypte en août 2022, dont l'objectif principal était d'élargir les connaissances sur la gestion efficiente des ressources en eau dans les régions du Sud, qui est une zone semi-aride, mais qui dispose de réserves d'eau utiles pour l'agriculture et permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'ambassadrice a promis de partager l'expertise de l'Égypte à cet égard. Plus d'explications. J'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui le ministre de l'Eau. Nous avons eu une discussion très fructueuse. Il existe plusieurs domaines de coopération que nous pouvons poursuivre, et plus particulièrement la gestion de l'eau dans le Sud. Nous espérons pouvoir faire progresser cette coopération. Il serait très utile que Madagascar et l'Égypte soient plus disposés à partager leur expertise dans ce domaine. Nous attendons donc avec impatience de faire avancer notre coopération. Et le parti politique Yarakisik a eu une fois de plus apporté du soutien au secteur de l'éducation. Ce parti politique qui ne se concentre pas uniquement aux affaires politiques, mais s'occupe également du bien-être social de la population. Le président de ce parti politique a également souligné qu'il s'agit d'une garantie pour le développement des jeunes dans cette localité. Cependant, il y a toujours ceux qui abandonnent l'école en raison de diverses difficultés. Ainsi, dans cette perspective, il est important de soutenir et d'encourager les enfants et les jeunes à se concentrer sur leurs études, a déclaré le président du parti politique Yarakisik dans le district d'Avaradjan aujourd'hui. Et concernant maintenant les actualités internationales, le déraillement d'un train à grande vitesse transportant des voyageurs a fait au moins un mort et 30 blessés, dont 19 graves, mardi à Vorschoten, dans le sud des Pays-Bas, ont annoncé les services de secours. France 24. À l'aube, les secours s'activaient toujours sur le lieu de l'accident. Il était près de 3h30 du matin, près du village de Vorschoten, entre La Haye et Leyde, lorsqu'un train de passagers a percuté des équipements de maintenance ou de construction laissés sur la voie ferrée. Le wagon de tête déraille. À l'arrière, un wagon prend feu. Il est rapidement contenu, mais les dégâts sont énormes. Un train de marchandises a été touché, mais les principaux dégâts concernent le train de passagers. Environ 19 personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital. 20 ont été soignées sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les liaisons ferroviaires entre Leyde et certaines gares de La Haye ont été suspendues. Ensuite, deux civils ont été tués mardi 4 avril dans une frappe israélienne en Syrie. La 4e attaque de ce type en moins d'une semaine, a annoncé l'agence d'État syrienne SANA. Toujours avec France 24. La scène se déroule au beau milieu de la nuit. Les habitants de Damas dorment encore quand soudain, ils sont réveillés par une puissante explosion. La défense anti-aérienne syrienne a fait son travail. Elle vient d'intercepter un missile. Aucun doute, ni pour elle, ni pour l'OSDH, il a été tiré par Israël, dont l'armée s'est d'ailleurs gardée de tout commentaire à ce sujet. Selon le média d'État syrien Sana, 2 civils ont été tués dans cette nouvelle salve de frappe. La 4e, attribuée en moins d'une semaine à l'État hébreu, était notamment visée à un hangar à avions près de l'aéroport militaire de Daba. Dans la nuit de samedi à dimanche déjà, lors d'un raid aérien mené sur Homs, 5 soldats syriens ont été blessés et 2 combattants pro-iraniens tués, tous deux
sont des gardiens de la révolution, le bras armé du régime de Téhéran. Des frappes similaires sur le sol syrien, Israël en a mené des centaines ces dernières années. Ses cibles habituelles, des positions pro-iraniennes ou pro-Hezbollah libanais. Deux ennemis de l'État hébreu qui ont le champ libre dans la Syrie de Bachar al-Assad, pays sur le point désormais de réintégrer la Ligue arabe après 12 ans de guerre et des morts qui se comptent par centaines de milliers. Et puis, l'armée russe n'a fait état d'aucune avancée à Bakhmout dans son dernier point quotidien, lundi 3 avril, malgré la revendication par le patron du groupe Wagner de la prise d'un bâtiment clé de cette ville à l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. France 24. Ces habitants viennent d'être évacués par l'armée ukrainienne à Tchassiv Yar, à une douzaine de kilomètres de Bakhmout. La plupart n'ont pris que le nécessaire, encore traumatisés d'avoir presque tout laissé derrière eux. Aucune des deux armées n'arrive à prendre le contrôle de la ville. Les combats durent depuis plusieurs mois et rendent la vie totalement impossible. Les gens nous appellent, nous leur donnons l'heure et ils préparent un minimum d'affaires. Ensuite, on les amène ici. Ils sont placés dans les centres spécialisés. À partir de là, ils peuvent partir vers un autre endroit dans le pays où ils seront en sécurité. D'après l'armée ukrainienne, il resterait entre 1000 et 5000 personnes dans la ville, qui en contenait 70 000 avant-guerre. Une partie des évacués a pu être redirigée vers un autre centre, loin des combats, loin des bombardements quotidiens. Ma fille m'a demandé tellement de fois « Maman, on part, maman, on peut y aller ?» Moi, j'étais un peu naïve, inquiète de quitter notre appartement. Et là, j'ai vu une roquette voler au-dessus de la maison. On est parti précipitamment. Le centre avait été mis en place il y a un mois à Bakhmout, mais devant la violence des combats, l'endroit était devenu trop dangereux. Notre priorité est de nous réchauffer et de nous nourrir. Nous prenons une douche, du thé chaud, du café. On peut même prendre un repas 3 fois par jour. Bakhmout reste l'une des plus féroces batailles de cette guerre en Ukraine. Pour Kiev, elle demeure un symbole de résistance. Pour Moscou, la prise de la ville serait une avancée majeure, bien que la plupart des experts occidentaux réfutent cette hypothèse. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.